D'autre part, autre élément pour étudier la démocratie, le régime démocratique, c'est aussi le respect d'un principe cher à Montesquieu, à savoir la séparation des pouvoirs. En fait, quand on regarde la manière dont les États sont constitués, on va voir qu'il y a une volonté de diviser les pouvoirs de certaines façons. Une première grande façon de diviser les pouvoirs, c'est la séparation des pouvoirs telle que Montesquieu l'a envisagée. Cette idée qu'on va avoir une différence entre le pouvoir législatif qui va créer des normes, le pouvoir exécutif qui va exécuter les normes et les pouvoirs judiciaires qui va trancher les conflits qui résultent de l'application de ces normes. Alors Montesquieu, lui, partait du principe que lorsqu'on donne du pouvoir à un individu, il a tendance à en abuser. Et donc pour éviter qu'on abuse du pouvoir, Montesquieu estimait que par la force des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il avait conçu ces trois pouvoirs différents qui à la fois étaient séparés, chacun a une fonction particulière, en même temps étaient mutuellement en relation, et donc il y a des interactions entre ces pouvoirs pour que ces pouvoirs se tiennent entre eux. Par exemple, en Belgique, le roi est à la fois membre du pouvoir législatif et membre du pouvoir exécutif. Ça permet une interaction entre les pouvoirs. Et puis, Montesquieu estimait que la puissance législative devait être sur un piédestal. Et là, c'est toute l'évolution d'organisation des pouvoirs dans les États qui montre que le pouvoir législatif n'est peut-être plus sur un piédestal et que le pouvoir exécutif est par exemple plus important. Et donc là, on a quand même une certaine horizontalité de ces trois pouvoirs. Est-ce qu'il n'existe pas parfois des pouvoirs qui sont subordonnés à d'autres pouvoirs? Oui, alors ça c'est une autre façon de diviser les pouvoirs dans un État, c'est d'envisager deux grands principes, c'est la fédéralisation ou la décentralisation, ce qu'on connaît par exemple en Belgique. Alors la fédéralisation, c'est l'idée qu'on va avoir un État qu'on va diviser entre une autorité fédérale et des entités fédérées. En Belgique, il y a des communautés et des régions, mais l'autorité fédérale, les communautés et les régions sont sur un même pied d'égalité, un même niveau. Et d'ailleurs, chaque pouvoir peut adopter des normes législatives, des lois, des décrets ou des ordonnances en fonction du niveau de pouvoir. Et chaque pouvoir dispose d'ailleurs de son pouvoir législatif et de son pouvoir exécutif, ce qui montre qu'on divise différemment l'organisation du pouvoir. D'ailleurs, en Belgique, c'est ce qui a permis, lors de la crise des 541 jours sans gouvernement, à l'État de fonctionner, puisqu'une série de compétences étaient maintenues et organisées et gérées par les communautés et les régions. Et puis, il y a une autre façon de faire, c'est le processus des pouvoirs subordonnés, où là, on va diviser hiérarchiquement le pouvoir des États. Il y aura un pouvoir supérieur et des pouvoirs subordonnés hiérarchiquement inférieurs. C'est le cas des communes et des provinces en Belgique, où par exemple le bourgmestre a des compétences, où il représente l'autorité supérieure. Pensons lorsqu'il agit comme représentant de l'autorité fédérale, lorsqu'il tient les registres d'état civil, lorsqu'il délivre les cartes d'identité, il le fait au nom de l'autorité fédérale, de l'État fédéral. En même temps, ces communes et ces provinces, elles peuvent parfois avoir leur propre personnalité juridique et exercer certaines compétences qui leur sont propres, soit parce qu'elles décident de construire une plaine de jeu sur le territoire communal, soit parce qu'on leur dit d'exercer certaines compétences. Par exemple, la collecte des déchets au niveau des communes du territoire wallon. Là, on dit à ces pouvoirs, vous devez exercer certaines compétences. Et il y a bien cette hiérarchie. Alors cette hiérarchie est intéressante parce qu'il y a à la fois une autonomie qui est donnée aux communes et aux provinces, et en même temps on les contrôle à travers le pouvoir de tutelle. C'est ça. Avec la séparation des pouvoirs, il faut que le gouvernement, pouvoir exécutif, puisse contenir le pouvoir judiciaire dans les limites de ses prérogatives. Il faut que le législateur, pouvoir législatif, puisse contrôler le travail du gouvernement, pouvoir exécutif. Enfin, il faut que les magistrats, pouvoir judiciaire, puissent contrôler la légalité et la constitutionnalité du travail ministériel, pouvoir législatif, mais aussi l'action du gouvernement, pouvoir exécutif. Ce principe démocratique central, la séparation des pouvoirs, ce que l'on appelle également en anglais le principe du checks and balances, le système de poids et de contrepoids, ce principe peut-il être également élargi, peut-il être exporté, peut-on l'utiliser à l'échelle internationale, notamment dans le domaine des grandes organisations internationales? Alors, le système de poids et de contrepoids en relations internationales n'existe pas. C'est un concept qui est propre à la science politique interne.
Ceci étant, il y a en relations internationales un certain nombre de mécanismes qui permettent d'imposer des limites à des comportements arbitraires. On pourrait par exemple évoquer le mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Prenons un cas d'exemple, un État qui met en place une politique unilatérale qui a un caractère extraterritorial en termes commerciaux. Donc il impose des sanctions à un autre État. Eh bien, l'État incriminé peut se retourner vers l'OMC et mobiliser le mécanisme de règlement des différends afin d'avoir des dédommagements ou simplement afin que l'État qui met en place ces politiques unilatérales cesse ces pratiques. Donc c'est une manière d'imposer des limites, je dirais, à certaines politiques arbitraires sur la scène internationale. Un autre exemple qui pourrait être mentionné, c'est celui de la Cour pénale internationale qui a été instituée avec les traités de Rome en 1998 et qui est entré en vigueur à partir de 2002. Là, quand on a des individus qui ont participé à des génocides, qui ont commis des exactions contre les droits de l'homme, des crimes de guerre, ils peuvent être poursuivis sur la scène internationale sans qu'ils soient protégés par leur état d'origine. Donc c'est une manière de mettre des limites à certains acteurs et aux pratiques de certains acteurs sur la scène internationale. Il y a aussi d'autres institutions qui permettent de régler certains litiges, par exemple des litiges ayant trait à des questions maritimes, des limitations de territoire, notamment. Et donc c'est aussi une manière de régler les conflits de manière pacifique. Donc, il y a des mécanismes qui permettent de délimiter le rôle arbitraire des États sur la scène internationale, mais il n'y a pas de système de poids et de contrepoids à l'échelle internationale parce que ceci relève essentiellement de la science politique interne. Merci.